Salut à toutes et tous, c'est Logan de Psycho. Aujourd'hui, on se retrouve sur la mécanique de la vie. Et donc, on va parler des sciences. Pourquoi je parle comme quoi les sciences, ça fait partie des mécaniques de la vie? On va voir ça tout de suite. Donc, il faut savoir que on va évoquer donc les faits donc scientifiques cette fois-ci. Il faut savoir que tout est basé sur une théorie, et donc que tout vient et est issu de la croyance. Il faut savoir que avant, nos sciences démontraient comme quoi la Terre était plate, maintenant elles démontrent comme quoi la Terre est ronde. Donc ça montre aussi potentiellement une évolution. Alors, il faut comprendre aussi que les sciences, vu qu'on parle de la Terre est ronde, c'est comme une bulle. Qu'est-ce qui prend le moins de place dans l'univers? Quelque chose de plat, quelque chose de sphérique. Celle qui a le moins de surface de contact, c'est quelque chose de sphérique. C'est pourquoi les gouttes d'eau qui sont dans les revêtements hydrophobes restent en forme de bulle. Par exemple, ça explique un des phénomènes. On va parler de plusieurs phénomènes, notamment, là on va parler plus d'une échelle atomique. Donc on va expliquer que ça touche au fondement de base de l'univers, le tout. Le tout, qu'est-ce qui régit l'univers entier? La matière et l'antimatière. Alors, l'antimatière, je ne vais pas trop y parler parce que l'antimatière, on a peu de connaissances à ce sujet. Par contre, la matière, là, il y a matière à parler, il y a matière à expliquer. Donc, la matière, c'est issu d'un noyau auquel gravitent autour des électrons. Ça, c'est un atome. Un atome, c'est constitué donc de ce genre d'éléments. Et ces genres d'éléments créent des molécules et des particules. C'est ce qui gère un petit peu l'univers. Ces molécules, ces particules, à l'intérieur, il y a les atomes. Et à l'intérieur des atomes, à l'échelle, cette fois-ci subatomique, on est proche de l'échelle de Planck, à l'échelle subatomique, on a des protons et des neutrons au niveau des noyaux, qui dans ces noyaux contient des quarks. Donc, il faut savoir que les protons et les neutrons qui constituent le noyau, ça s'appelle des nucléons. Et donc, quand on parle de réaction nucléaire, on parle des réactions de ce noyau. C'est pour ça que le noyau, on parle de réaction nucléaire, on parle de réaction sur le noyau, donc de protons et de neutrons, qui vont soit se fusionner, donc là on parle de fusion, et à l'inverse, qui vont se casser en deux, et donc là on parle de fission. Là c'est une fission nucléaire, dans l'autre cas c'est une fusion. Dans le cas de la fusion, généralement on va parler de fusion thermonucléaire. Pourquoi il y a le mot thermo dedans? Eh bien, le mot thermo veut dire thermique, donc en fait thermos, encore une fois c'est du latin, thermos vient de, du terme latin thermique, donc tout ce qui est un échange de chaleur, de température, et donc du coup cet échange de température veut dire que on entraîne un changement dans le comportement du noyau qui vient à fusionner avec un autre noyau. Fusion de deux noyaux s'appelle la fusion, et au contraire, un noyau qui se casse en deux ou en plusieurs morceaux, c'est ce qu'on appelle la fission. Voilà pourquoi on parle de fission et de fusion. Maintenant, on revient un petit peu au nucléon. Le nucléon, je rappelle, c'est un proton ou un neutron. Les deux sont des nucléons. Donc dans le cas des quarks à l'intérieur du proton, on va retrouver deux quarks up et un quark down. Et dans le cas du neutron, on va obtenir deux quarks down et un quark up. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vous mets une petite info là sur le côté. Il faut savoir qu'un quark up, il est à plus de tiers en termes on va dire d'énergie. Un quark down, il a moins un tiers d'énergie. Ce qui fait que pour le cas d'un proton, on va prendre le cas d'un proton, 2 tiers plus 2 tiers moins 1 tiers, je rappelle c'est 2 quark up et 1 quark down, et du coup ça fait un chiffre positif de 1. Donc on a une valeur positive de 1. Donc un proton c'est une charge positive.
À l'inverse, un neutron est constitué de 2 quarks down et 1 quark up. Donc si on calcule, moins 1 tiers, plus 2 tiers, ça nous fait 0. Et donc, parce que ça s'annule parfaitement, et donc 0, c'est la charge électrique que possède le neutron. Donc le neutron est nul. Le proton, une charge positive. Qu'est-ce qui régit l'univers? Ce qui régit l'univers, c'est l'équilibre, donc la nullité. Donc il faut savoir que un neutron, vu qu'il est nul, il n'attire rien, il ne repousse rien, il est neutre, il est stable à lui-même. Pardon. Alors qu'un proton, lui, il est instable, puisqu'il a une charge positive. Et vu qu'il a une charge positive, l'équilibre des choses, c'est qu'il attire son opposé. On appelle l'interaction. C'est une interaction, une intrication, plus précisément. On attire une charge négative qui est du coup l'électron. L'électron qui est une charge négative cette fois-ci, une charge moins. Donc une charge plus, une charge moins, ça s'annule, ça fait 0. Équilibre respecté. Donc ce qui veut dire qu'en fait, quand vous allez avoir une charge positive ou une charge négative, la charge négative va attirer une charge positive, la charge positive va attirer une charge négative, et inversement, une charge nulle n'attirera rien. Ni le positif, ni le négatif. Il faut savoir que l'équilibre se base donc sur un équilibre aussi de valeurs. Je vous donne un petit exemple pour mieux comprendre, parce que là on parle aussi d'électricité. Vous imaginez une pile 9 volts, qu'est-ce qui fait qu'elle a 9 volts? Et pourquoi on parle de 9 volts? Eh ben, volt, ça vient de Volta, donc qui est le chercheur italien, qui est le premier à avoir créé la première pile. Donc cette pile est composée de différents matériaux qui vont induire une tension. Aux bornes de cette tension, on va avoir une tension positive et une tension négative. Alors, le plus attire le moins, on a dit. Mais qu'est-ce qui bouge en fait? Concrètement, qu'est-ce qui bouge? Ben, ce qui bouge, c'est les charges négatives, c'est pas les charges positives. Les charges positives, elles sont sur le noyau, elles ne bougent pas. Par contre, ce qui gravite autour, c'est les électrons. Les électrons, ils bougent. Ça veut dire que si on place dans une batterie, une pile, quelque chose, il va y avoir potentiellement un passage de courant. Donc, je viens à qu'est-ce qu'un courant? D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qui fait un matériau. Parce qu'il y a différents types de matériaux. Il y a des matériaux qu'on dit isolants et des matériaux conducteurs. Qu'est-ce que c'est que le matériau conducteur? Qu'est-ce que c'est que le matériau isolant? Ben, le matériau isolant, qu'est-ce qui le rend isolant? Ben, justement, c'est le nombre d'électrons qui constitue. L'électron qui le constitue est inférieur à la charge. Donc ça veut dire que vous avez une interaction forte. Vous allez avoir une interaction entre le noyau de l'atome et les électrons autour. Donc ça veut dire que pour du bois, du plastique, tout ce qui est isolant, hein, bois, plastique, caoutchouc, cuir, voilà, j'en passe. Il y en a tout un tas. Ces matériaux dits isolants, ben en fait, ils n'ont pas beaucoup d'électrons autour. Donc ils ne vont pas se charger, on va dire. On peut les charger, mais je vais y venir. Et donc, ce qui fait que ces matériaux isolants, si on place entre les deux bornes, rien ne se passe. Par contre, si je mets un fil de cuivre, ou un fil d'alu, quelque chose de métallique, par contre, lui est conducteur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est conducteur? Eh bien justement, ça veut dire qu'il a beaucoup d'électrons. Alors, on va parler de la borne de valence. La borne de valence, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir une borne auquel des électrons, vu qu'ils sont plus éloignés, plus espacés du noyau, ils ont moins d'interaction. Donc ils peuvent plus facilement passer d'un atome à un autre. Et donc passer d'un atome à l'autre, c'est ce qu'on appelle des électrons libres. Et là, vous avez certainement déjà entendu parler de ça en sciences.
les électrons libres, c'est passer d'un atome à un autre, et d'un atome à un autre. Et ça, c'est pas un courant. Passer d'un atome à un autre, c'est pas forcément du courant. On peut passer d'un atome à un autre par la chaleur. Et pourquoi la chaleur? La chaleur, c'est une température. Une température, c'est quoi? C'est le degré de déplacement des molécules. Donc ça veut dire que votre molécule va se déplacer dans l'atmosphère. Elle va se déplacer en percutant d'autres molécules, qui vont percuter d'autres molécules, qui vont percuter d'autres molécules, etc., etc. Donc la chaleur, c'est ça, c'est le frottement. Et donc là, on va parler de pression. C'est pour ça qu'un ballon dans une montgolfière, quand vous montez la température, le ballon, il se dilate. La dilatation de la chaleur. Et à l'inverse, quand on détend, donc du coup, il y a moins de frottement, du coup, ça refroidit. C'est ça. Le degré de déplacement de molécules agit en fonction de la température. La température, c'est le degré de déplacement de molécules. Donc ça, c'est une valeur. Il ne faut pas confondre température et chaleur. La chaleur, c'est une sensation. Et donc là, vu que je fais souvent des chaînes sur la psychologie, la chaleur, c'est un ressenti. On va ressentir les choses. La température, on va les mesurer. C'est une mesure. Parce qu'on peut très bien avoir la sensation de froid alors qu'il fait chaud. Ou alors la sensation de chaud alors qu'il fait froid. Et c'est ça où, justement, ça peut être dangereux. Et qu'il y a un gros panneau « Danger, attention ». Parce que c'est un mécanisme de protection. Le fait de ressentir « j'ai froid », ça vous protège, ça vous dit « mets ta couverture, réchauffe-toi ». Sauf que ça peut être perturbé par nos sens, nos différents sens. On va y venir. Donc je reviens à l'explication de l'électricité. Je vous ai dit que c'était un électron qui passait d'un atome à un autre. Mais qu'on a vu qu'aussi de la chaleur pouvait entraîner justement ces déplacements intempestifs. Et c'est ce pourquoi aussi le rendement des panneaux photovoltaïques, il baisse en fonction de la température. Et oui, plus la température augmente, plus les panneaux photovoltaïques produisent moins. C'est un problème, parce que justement, la chaleur du soleil, qui réverbe sur le panneau photovoltaïque, lui, entraîne du courant. Sauf que ce courant est perturbé par le réchauffement des électrons qui va et qui viennent dans tous les sens. Un courant, c'est un passage d'électrons libres dans un sens. Et donc là, on parle de courant. Et le courant, c'est du plus vers le moins. Sens conventionnel du courant, qui est différent, et je tiens à préciser, qui est différent du sens des électrons. Le sens des électrons, c'est ce qui va générer en fait notre électricité. Mais pour autant, on s'est aperçu que en fait, c'était l'inverse au niveau des polarités. On pensait que ça allait du plus vers le moins, or ça va du moins vers le plus. Mais pour des raisons simplistes, on va parler de sens conventionnel du courant, parce qu'une charge négative qui se déplace, c'est un peu bizarre. Mais dans les faits, il faut bien comprendre que c'est une charge négative qui se déplace. Voilà. Pour vous expliquer aussi le schmilblick de on va chercher loin alors que on peut simplifier les choses. Oui, mais si vous cherchez simple, vous ne comprendrez pas ce qui est compliqué. Comme par exemple le paranormal, vous ne comprendrez jamais. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est à notre merci et forcément compréhensible à l'état actuel. Voilà un petit peu. Donc le principe de fonctionnement thermodynamique, j'en ai un petit peu parlé. Ce qui fonctionne donc à l'inverse de notre logique. Et oui, je vais vous simplifier aussi le fonctionnement du courant. Donc pourquoi on dit que le courant va dans un côté et dans un autre. J'ai expliqué à un collègue, du coup je vais vous l'expliquer aussi d'une autre manière parce que c'est pas forcément simple à comprendre. Imaginez deux bus. Vous avez deux bus. L'un contient, on va dire, votre charge positive, l'autre contient votre charge négative. D'accord ? Dans le cas d'une pile. Vous avez un bus, les deux vont à la même destination. D'accord ? Un bus qui est vide et l'autre qui est plein. Il y a 50 personnes dedans, l'autre il est vide. Donc la différence entre le bus vide et le bus plein, c'est quoi ? C'est 50, parce qu'il y a 50 personnes. D'accord ? Ces 50 personnes, elles vont se déplacer du bus 1 vers le bus 2, en faisant passer en même temps, à chaque fois qu'il y a
une personne qui passe, de l'énergie se libère, donc sous forme de lumière, sous forme de ce que vous voulez, un moteur, etc. C'est pour vous expliquer le courant. À chaque fois qu'il y a une personne qui vient, ça crée de l'énergie. D'accord? Donc il y a une personne qui vient, une autre, une autre, une autre, jusqu'à ce qu'il y ait 25 personnes. Pourquoi 25 personnes? Parce qu'on atteint un stade d'équilibre. Parce que quand vous allez avoir 25 personnes dans un bus, vous allez avoir 25 personnes aussi dans l'autre bus. Donc ça veut dire que les deux bus sont équilibrés. On a 25 personnes de chaque côté, donc la charge de potentiel entre la borne plus et la borne moins, c'est 0. Donc ça veut dire que c'est 0, il y a autant de personnes dans le bus 1 que dans le bus 2, donc il n'y a pas d'énergie. Et c'est pour ça qu'on parle de stade d'équilibre. Et une batterie, une fois qu'elle est usée, elle est usée. Donc on parle aussi de batterie rechargeable, mais pour vous expliquer le principe de base de l'électricité, si vous n'avez pas compris, là au moins vous avez une autre manière détournée qui vous explique aussi le fonctionnement de l'électricité. Si c'est trop compliqué pour vous, au moins derrière vous pouvez plus facilement l'interpréter et le comprendre. Et j'y viens, pourquoi j'explique ça. Je parle de mon expérience personnelle. Il faut savoir que quand j'étais en cours, c'est vieux, hein, j'étais en école primaire, j'aimais pas les maths. Je n'aimais pas les maths, c'était compliqué pour moi. J'avais, on va dire, 10 de moyenne, j'étais pas Einstein, hein. Même Einstein n'était pas fort en maths, mais bon, je n'étais pas quelqu'un de très fort en maths. Et puis je m'attends à ce que voilà, j'ai régulièrement des notes pas si bonnes. Et puis une fois je me dis, je vais quand même réviser les maths, je vais quand même apprendre les maths, même si ça me fait chier, même si j'aime pas ça. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça tient. De toute façon, c'est pour mon avenir, on peut essayer, voilà. Donc du coup je fais mes maths, j'apprends mes maths, vraiment ça me casse la tête, je me dis à quoi bon, de toute façon je vais pas y arriver et tout. Je passe le contrôle. Et là, je passe le contrôle. Le lendemain, presque le lendemain ou le surlendemain, ou j'en sais rien. Hein. Et quand je reçois la fiche de contrôle, alors il faut savoir que c'était une prof qui disait tout haut. Il disait tout haut les notes. Il disait François, 7, tenez faire machin, 20, voilà. Et donc, vient ma fiche. Logan, oh, tu t'es surpassé. 20 sur 20, c'est bien. Elle me caresse la tête et tout. Et là, gros bug, attends, j'ai vraiment 20. Ah ouais. Et je mets du temps à réaliser, à comprendre que, effectivement, on m'a bien mis 20 sur 20. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est la récompense. La récompense d'être glorifié et apprécié par ce simple geste. Et ça, c'est très fort. Et c'est très fort aussi parce que aussi ça fonctionne par honte et par humiliation. Oh, t'as eu 5. Oh, c'est nul. Et on va se moquer de l'autre. Et vous savez, ce principe d'humiliation, ça entraîne des traumatismes. Alors peut-être que j'ai été traumatisé à l'enfance par ce professeur, mais voilà, c'est pour vous expliquer que au final, quand vous commencez à apprécier quelque chose, c'est parce que vous avez réussi cette chose. Mais si vous n'y arrivez pas, là, ça vous démoralise. Vous vous dites, je ne suis pas capable, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Par contre, dès que vous y arrivez, là, vous vous dites, ouais, ça va, c'est ma matière, c'est bon. Et ça passe. Tout est basé sur la confiance en soi. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que je vous explique aussi l'électricité. Et peut-être, potentiellement, que vous qui vous voyez jamais en électricité, peut-être que vous serez le nouveau Nikola Tesla. Voilà. C'est pour vous expliquer vraiment le principe. Et donc, j'en reviens à la chaleur, la température. Une autre manière aussi de voir ça, quand vous frottez vos mains, ou quand vous gonflez avec votre pompe à vélo et que vous bouchez le bout, vous sentez que ça chauffe. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous compressez l'air dans une pompe à vélo, vous compressez l'air, et donc tous les atomes, toutes les molécules viennent se heurter vers l'extrémité pour pouvoir sortir. Sauf que si vous le bouchez, ça essaye de partir, mais ça ne peut pas. Et donc du coup, vous allez avoir ce frottement. Ce frottement qu'on retrouve aussi que quand on se frotte les mains, comme ça, et ça se réchauffe, parce que justement, il y a friction. Et donc la friction réchauffe
par la thermicité. C'est comme le fonctionnement du micro-ondes. Le micro-ondes, c'est une onde qui vient faire bouger les atomes, les molécules d'eau, voilà, qui ont un pôle positif et un pôle négatif. Je crois que l'oxygène, c'est un négatif et que l'oxygène, c'est un positif. Donc du coup, le négatif attire le positif et le positif attire le négatif. Un coup, quand vous allez avoir une onde positive, donc ce qui fait que la molécule, en fait, elle fait un peu ça. Et donc, pourquoi dans un micro-ondes, il y a aussi un plateau qui tourne? C'est parce que votre rayon, il va que dans un sens, et puis il est reflété peut-être 1 ou 2 fois sur les parois, pas trop, parce que c'est une paroi en plomb, c'est censé isoler des ondes radio, justement le boîtier. Et donc du coup vous allez chauffer votre plat que dans un sens. Donc en fait votre plat il chauffe que dans un endroit, il ne chauffera pas partout. Et de manière homogène, en fait il faut bien mettre le plateau, quand vous mettez votre aliment, le mettez pas au centre, ça ne sert à rien, mettez-le sur le bord, et comme ça quand il tourne, ça réchauffe progressivement et de manière homogène votre plat. Voilà. On va vous expliquer un petit peu le fonctionnement du micro-ondes, mais voilà, c'est le même principe. Donc voilà, il ne faut pas confondre chaleur et température, j'y reviens. Et le cerveau s'adapte à son environnement. Donc justement, je vous expliquer que le cerveau, il se transforme aussi en fonction de nos émotions. Vous savez, il s'adapte à notre environnement. Alors je dis, quand il fait froid, on va ressentir du froid, donc on va vouloir se réchauffer. Quand on a chaud, c'est un état de fait, il fait chaud, du coup, je vais me enlever mes vêtements et je vais me refroidir. Voilà. On est des fois perturbé par nos sens, parce que notre sens s'adapte à notre environnement. Je tiens à expliquer une chose. Il y a eu une expérience scientifique où des personnes ont mis des lunettes inversées, avec des miroirs, hein, et donc ils voyaient tout à l'envers. Toutes les images qu'ils voyaient, quand ils marchaient, tout était à l'envers. À un moment donné, le cerveau, il s'est adapté. Et tout ce qu'il voyait à l'envers, l'image s'est remise à l'endroit. Et donc, pour lui, quand il voit à l'envers, il voit à l'endroit. Et à l'inverse, quand il a retiré les lunettes, il voyait tout à l'envers. Tout était remis à l'envers. Donc le cerveau a fallu qu'il se réadapte à son environnement et remette les images à l'endroit. De la même manière, les pilotes de ligne, d'avion, d'hélicoptère, peu importe, ont un test de sensibilité à vérifier. C'est-à-dire, ce test de sensibilité, qu'est-ce que c'est? C'est la dimension dans l'espace. Vous savez, l'oreille interne, il y a un liquide à l'intérieur, et qui nous permet de dire que quand on va à gauche, quand on va à droite, on a les sensations. On va en haut, on va en bas. Vous savez, ces sensations bizarres que quand vous êtes sur un parc d'attractions, que vous ne sentez plus vos jambes, par exemple Osiris de Astérix, vous ne sentez pas vos jambes, et pour autant, vous sentez que ça monte, ça descend, ça va à gauche, ça va à droite. Les sens sont un petit peu perturbés, mais vous avez toujours le même sens. Il faut savoir que si le cerveau, comme j'ai dit, il s'adapte à son environnement. Il faut savoir que si vous êtes sur un plateau tournant, que vous êtes positionné, et que vous sentez que tout tourne, par exemple, de droite vers gauche, droite vers gauche, droite vers gauche, droite vers gauche, droite vers gauche. À un moment donné, le plateau continue à tourner, et vous avez l'impression qu'il tourne de moins en moins et qu'il tourne plus. Votre liquide interne de votre oreille s'est habitué, s'est adapté à son environnement, et le cerveau l'a interprété comme tel. Il s'est adapté. Et donc, si vous remettez d'un seul coup, si vous arrêtez le plateau, ou que vous mettez un coup dans l'autre sens, la personne va dire « Oula, ça tourne à fond dans l'autre sens !» Ou elle va dire « Oula, mais ça se met à tourner là !» Elle va être désorientée et perturbée, perdue. Et donc, du coup, en fait, on s'adapte encore une fois de notre environnement. Et donc, en échelle de temps, on échantillonne les choses. Sur ce temps-là, il ne s'est rien passé. Voilà. Sur ce temps-là, il y a eu un changement. Il y a eu toujours le même changement, le même changement, le même changement, le même changement, le même changement. Alors, le cerveau, il se dit, attends, est-ce que c'est pas moi qui déconne un peu? Du coup, je vais me rééquilibrer. Je fais comme un espèce de reset. Et je dis que maintenant, mon environnement, c'est ça. Et je me réadapte. Attends, ça remodifie là. Je me adapte à ça. Je m'adapte à ça. Je m'adapte à ça. Il ne fait que s'adapter.
et la suradaptation, bah, ça peut perturber nos sens. Et justement, les pilotes, il y a beaucoup de crashs aériens qui ont lieu à cause de ça. Parce qu'ils sont perdus dans leurs sensations et qui croient qu'ils montent alors qu'ils piquent, ou inversement, qu'ils piquent alors qu'ils montent. Enfin, cabrer, on parle de cabrer ou de piquer, mais voilà. On est perdu dans nos sens, et donc, pour pallier à ça, il y a les instruments qui nous permettent de dire « Ah oui, l'angle, il n'est pas bon, on va plus à droite, un peu plus à gauche, etc. etc. » Il y a un autre phénomène, une autre explication aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, la grenouille, quand on la fait cuire, vous la mettez dans une eau bouillante, elle saute, parce qu'elle sait que c'est dangereux, que la chaleur va la tuer. Par contre, vous mettez dans l'eau froide, dans la casserole, que vous mettez à feu très doux, la chaleur monte progressivement. Mais la grenouille, elle s'en rend pas compte. Elle s'adapte à son environnement, encore une fois. Son environnement évolue dans le temps. J'ai pas évolué pendant tant de temps. J'ai constaté une légère montée de température. C'est peut-être normal, c'est peut-être juste moi qui déconne. C'est peut-être juste moi qui interprète. C'est peut-être juste moi qui interprète. Et encore une fois, l'échantillonnage, on se suradapte, on se dit, là c'est peut-être l'environnement qui change un peu, mais bon, un petit chouïa, c'est pas bien grave. Un petit chouïa, c'est pas bien grave. Un petit chouïa, c'est pas bien grave. Ouais. Mais ces petites aspérités, en fait, démontrent aussi un potentiel danger, parce qu'on se tourne vers quelque chose de... Et ça, la grenouille, ça marche pour elle. Pour nous aussi, ça marche. Si on vient à monter la température progressivement dans notre salle de bain quand on est en train de se doucher, bah c'est pareil, ça peut être dangereux. On peut se brûler inconsciemment. Je vous assure, si. Vous pouvez vous brûler ou même avoir froid, sans même vous en rendre compte, parce que vous baissez progressivement la température ou que vous l'augmentez progressivement. Parce que vous vous adaptez à votre environnement. Ah, je ressens plus le chaud. Je remonte un peu. Ah, je ressens plus le chaud, je remonte un peu. Ah, je sens plus le froid, je redescends un peu. Ah, je sens plus le froid, je redescends un peu. Et là, ça, c'est dangereux. Parce qu'on s'adapte encore une fois à notre environnement. Sauf que notre environnement nous a adapté à quelque chose qui était normal. Encore une fois, on se suradapte à quelque chose qui n'est plus normal. Donc c'est là où justement, les mécaniques de la vie font répéter les mêmes erreurs, font répéter les mêmes choses, et auxquelles, potentiellement, les sciences ne sont pas si loin de notre cerveau, de notre fonctionnement de notre cerveau, et de notre surinterprétation, de notre interprétation. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, je pense. N'hésitez pas à exprimer vos points de vue, vos commentaires au point de vue, ou même une pensée dans les commentaires de la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, salut!